Il s'appelle Guillaume Majolo, communicateur de la majorité présidentielle MP et secrétaire général de l'ULDC. Monsieur Guillaume, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50, la majorité présidentielle. Communicateur. Oui. Facile d'être communicateur de la majorité présidentielle à cette période? Ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce qu'on les prend et comment est-ce qu'on les présente. Il me semble que chacun a sa façon de faire les choses. En ce qui concerne la mienne, je suis très à l'aise parce que j'estime qu'il y a des atouts. Et la situation peut être expliquée de manière apaisée, sans pour autant rentrer dans la chaleur. C'est ce que j'essaie de faire. Et surtout de manière raisonnable. Parce qu'on ne peut pas non plus éviter de dire qu'effectivement, la société congolaise aujourd'hui est frappée par énormément de frustrations, des catastrophes. Et partant, nous avons l'obligation de présenter les choses substantiellement avec un peu plus de raison et moins de chaleur et moins de passion. Ok. Un nouveau dialogue s'impose-t-il en RDC? Bon, si vous permettez juste, si vous pouvez m'accorder juste 30 secondes, j'ai un souci majeur. J'aimerais annoncer à nos amis, à nos compagnons de l'ULDC que nous avons perdu un membre éminent de notre parti politique qui était président provincial du Kasaï central, monsieur l'honorable Massanka Ambroise, qui était vice-président de l'Assemblée provinciale, qui est décédé aujourd'hui, qui a vaillamment participé à la structuration du parti au niveau du Kasaï central et qui dernièrement a été quasiment une des pièces maîtresses dans l'élection du gouverneur de Nikambaye. Et toutes mes condoléances à sa famille biologique, à tous les membres de l'ULDC qui sont en train de suivre maintenant. D'ici demain ou après-demain, je pense que je donnerai le programme par les canaux habituels pour les obsèques et tout ce qui se suivra. Voilà, j'avais l'obligation de dire ça. Merci. Ah, on comprend que votre parti politique, dont vous êtes secrétaire général, est frappé par la mort. Mais on continue. On continue. La question, est-ce que le dialogue s'impose en RDC avec tout ce qui se passe? Ça dépend par quel prisme vous prenez la situation. Est-ce que nous devons continuer à discuter en permanence? L'accord cadre fixait la nécessité de dialoguer non-stop. L'accord cadre, qui notamment est à la base de ce processus des discussions à partir de la Cité de l'Union africaine, suivi par la CENCO. L'accord cadre fixait la nécessité de pouvoir sans cesse dialoguer. Maintenant, il y a l'ossature du système au jour d'aujourd'hui. Le processus électoral est déjà lancé. Nous sommes dans l'année électorale. Y a-t-il des correctifs éventuels à pouvoir apporter à ce qui peut d'une manière ou d'une autre frustrer les uns par rapport aux autres ou pas? C'est probable. Mais comment on le fait? Il faut rapprocher les positions des uns des autres de sorte à ce qu'on puisse avancer. Il ne faut pas rester fermé à l'idée de discuter. Il ne faut pas non plus être ouvert à discuter de tout et n'importe quoi. Il y a l'essentiel, il y a l'accessoire. L'essentiel aujourd'hui, c'est le processus électoral. S'il y a des écueils qui peuvent empêcher à ce qu'on puisse y arriver de la bonne façon, il faut tenter de pouvoir les corriger, les enjamber ou les niveler. C'est ce qu'il faut faire pour l'instant. Il me semble que si une discussion doit être présentée ou un dialogue, ce n'est pas des formats tonitruants, non. Je pense qu'il y a des ajustements raisonnables, comme je ne cesse de le dire, un concept que j'ai mis en place pour permettre à ce que quand on est en train de discuter, qu'on puisse renier une part de soi, céder une part de soi pour bénéficier aussi de la position de l'autre en partie, de sorte à trouver un juste milieu pour permettre le bonheur de la population. Il s'agit de ça. Donc pour vous, si on peut organiser un dialogue, c'est par rapport au processus électoral. Simplement, il faut qu'on puisse s'éliguer comme un seul homme, la RDC, pour aller dans ce sens-là. Parce que je constate malheureusement que la quête de la gloire aujourd'hui avec des déclarations tonitruantes, des déclarations acides. J'entends que ce sont les chrétiens d'une part et d'autre part ce sont les gens de la majorité. Mais c'est même les signes du paganisme. La gloire, c'est le paganisme.
le christianisme ne met pas en exergue, ne fait pas la promotion de la gloire. Lorsqu'on doit se glorifier d'avoir insulté ou d'avoir attaqué, on n'est plus chrétien, on est païen. Et par conséquent, il faut se ramener aux vraies valeurs du christianisme, aussi bien pour ceux qui sont des églises et ceux de la majorité, ramener nos positions à la juste identité qui est la nôtre, vers la direction qui est celle du bonheur de la population. L'action politique aujourd'hui doit reprendre le triptyque raison, vertu, bonheur. Tout ce qu'on doit dire doit être au minimum raisonnable. Nous devons, dans notre démarche, être vertueux de sorte à ce qu'on apporte le bonheur de la population. C'est extrêmement important. On ne peut pas se limiter à lancer des fatwas alors que ce n'est pas nécessaire. On a des morts, et encore des morts, et encore des morts. Il y a des familles qui sont dans la souffrance. Mais ceux, pour l'essentiel, qui poussent ces familles-là, sont eux barricadés chez eux, il ne se passe rien, ils continuent leur vie. Certains l'ont fait dans le passé, continuent à le faire encore aujourd'hui, en ayant causé énormément de dégâts dans d'autres familles. Ça n'est pas acceptable. La politique est dynamique. Pensez-vous qu'il faudrait organiser le rapprochement avec le laïc et qui appelle tout le temps en marche et qui promettent de pouvoir organiser d'autres actions durant cette année? Il faut être ouvert. Il faut être ouvert tant que l'esprit de la congolité est pris en charge réellement. Il faut être ouvert à discuter avec tous ceux qui ont la passion pour le pays, tous ceux qui sont contre la fracture et la déflagration, tous ceux qui sont animés par l'envie d'aller aux élections doivent tous discuter. Mais elle se parle des élections, elle parle autre chose. Mais c'est quoi cette autre chose? Décrispation de la situation politique. En faisant quoi exactement? Libération des prisonniers politiques. Oui, mais il me semble qu'il y a eu une discussion autour de ces questions-là et qu'on devait évaluer au cas par cas. S'il faut réouvrir le débat sur ce point-là précis, ce n'est pas un problème majeur. Ça ne doit pas continuer à causer des morts. On doit en discuter. Dire quels sont ces prisonniers politiques qui répondent aux critères déterminés, notamment par les instances judiciaires, en rapport avec leur situation, de sorte à ce qu'on puisse les élargir. C'est tout à fait possible. Mais la proposition du secrétaire général adjoint à l'ONU n'est pas prise à bras-le-corps par la classe politique congolaise, qui demande le dialogue, mais apparemment, il n'y a pas d'écho favorable. Non, mais il demande le dialogue sur quel fondement? Que les Congolais continuent à pouvoir discuter. Je viens de dire ici qu'effectivement, l'accord cadre d'Addis Abeba fixait la nécessité de pouvoir dialoguer en permanence, être ouvert à discuter, pour ne pas tomber encore sombrer dans les capharnaüm qu'on a connus dans ce pays pendant un certain temps. Très bien. Bon, de là maintenant à instituer des formats de dialogue, de sorte à pouvoir aller chercher ceux qui normalement n'ont pas de posture ou de position politique, mais jouent plutôt la posture, ça pose un problème. Il faut se fixer sur un cap qui est précis, c'est celui des élections. Allons aux élections, quel est le problème? C'est déjà trop difficile de pouvoir maîtriser les contours de la loi électorale, de l'appréhender réellement, de la consommer, et de sorte à pouvoir produire les effets de cette loi-là. On doit se fixer par rapport à ça. Si on se rappelle de ce discours du chef de l'État Joseph Kabila Kabange en 2016, la convocation du dialogue, c'était dans le but de ne pas retomber dans la violence avant ou après les élections. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, le climat qui règne va permettre l'organisation d'un scrutin apaisé? Mais c'est pour ça qu'il faut arrondir les angles des parts et d'autres. Vous voyez, je ne tiens pas un discours d'accusation d'un camp par rapport à l'autre. Je tiens un discours d'apaisement en tant que chrétien. Donc mon parti, l'ULDC, c'est un parti chrétien. J'appelle l'apaisement. Parce qu'il s'agit des fils congolais après tout. Ceux de la majorité, de l'opposition, ceux qui sont en dehors des institutions, les laïcs, c'est tous des Congolais. Donc, si on veut le bonheur de la RDC et de tous les Congolais, il faut quand même un minimum de raison dans la démarche qu'on est en train de faire. Quel est l'intérêt de pouvoir pousser vers la fracture définitive pour le profit de 2-3 personnes? Que ce soit dans les concepts organisés par une frange de l'opposition, que quelques faucons qui peuvent venir peut-être aussi de la majorité. Pourquoi aller dans ces retranchements sordides alors qu'on peut faire les choses autrement? Nous avons besoin d'un dialogue, mais pas le dialogue formant institutionnel.
les dialogues de manière à rapprocher chaque fois, à discuter sans cesse. Qu'y a-t-il de difficile d'approcher l'un ou l'autre qui pense, ou plutôt qui est dépositaire de la parole publique? Je prends l'exemple de l'Église catholique. C'est quand même une institution qui a une sorte d'aura dans cette population congolaise. Si elle estime, cette Église, une partie de l'Église, ou la Senko en partie, ou éventuellement quelques clergés, estime qu'il y a tel aspect ou tel aspect de l'accord de la Saint-Sylvestre qui n'est pas opérationnel, est-ce qu'il faudrait éventuellement revenir là-dessus pour corriger, améliorer, amender? Pourquoi ne pas porter cette affaire par des canons habituels? Ils se voyaient habituellement. Il y en a beaucoup qui partaient au niveau du Palais de la Nation, au niveau de la primature, au niveau de certaines institutions. Il y a le CENSA qui est là pour l'instant, à qui on peut aller, enfin on peut voir les responsables de cette structure, proposer des pistes de solutions, 2-3 personnes autour de la table, qu'on en discute, qu'on voit ce qu'il y a moyen de faire ou pas. Pourquoi faut-il en arriver à l'extrême absolu de ça là la manifestation du ras-le-bol? Est-ce que les ras-le-bol, après avoir fait autant d'avancées, chercher le consensus, la CELCO se sentant un tout petit peu abandonnée dans sa mission, eh bien, le laïc prenait l'affaire. Mais sur quel fondement? Il a été dit qu'il fallait faire un gouvernement d'union nationale, RASOP, société civile, majorité. À côté de ça, on a le CENSA. Il me semble qu'une bonne frange du RASOP, qui aujourd'hui est appelé RASOP Kasavubu, les gens venus de cette aile qui étaient très très durs, les Olengankoi notamment, qui ont battu le pavé avec des mots très très durs, très acides, qui aujourd'hui ont atténué leur discours, se trouvent aux responsabilités. Apparemment, ça ne plaît pas à certaines personnes au niveau international et qui auraient souhaité voir d'autres personnes, parce que c'est un calcul extérieur. Ça rappelle simplement ce qui s'est passé en 60, avec le Mumba, qui avait gagné les élections, avec 41 députés pour lui tout seul, MNC, et son groupement avait 71 députés sur les 137, me semble-t-il, et que finalement, au lieu de donner le rôle des formateurs, on l'a donné le rôle d'informateur, ce qui n'est pas normal. Donc, parce qu'on disait que Lumumba était équivoque et ce n'était pas bien. Alors, cette lecture, cette grille de lecture qui rappelle le passé n'est pas conforme à nos espérances, à ce que nous visons. Avoir la passion de la RDC, c'est de temps en temps convenir, effectivement, on ne peut pas tout avoir, on peut lâcher une parcelle de sa raison au profit de la parcelle de la raison de l'autre, en attendant qu'on arrive à un but ou à un objectif qui soit de nature à concilier tous les fils congolais. Pour l'instant, la conciliation, c'est autour des élections. L'histoire nous rappelle qu'il y a eu Sand City 1 et Sand City 2 oui. pour avoir ce dialogue, pour avoir l'accord de Sand City qui a permis l'organisation de la transition jusqu'aux élections de 2006. Pourquoi ne pas accepter 105.2? Non, mais vous avez, non. Si vous voulez faire la photographie ou la transposition de la situation, alors allons-y sur l'accord de la Cité de l'Union africaine suivi de l'accord de la CENCO. Ça fait 1 et 2. Et malheureusement, ou heureusement, ces deux accords disent exactement la même chose. Transition ou la période transitoire, et c'est fait en gardant toutes les institutions à mandat telles quelles. Aucune ne doit être bougée. Et au terme du processus, on doit absolument faire les élections. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quel est l'élément majeur du premier accord, comme du deuxième accord, qui est en contradiction avec nos principes les plus précieux? Aucune disposition n'est en contradiction avec nos principes les plus précieux, les plus saints, si on peut les appeler ainsi, parce que c'est tiré de la loi fondamentale. L'article 70 est respecté. Les chefs d'État restent là jusqu'à ce que son successeur soit élu et qu'il passe la main. Les assemblées provinciales, nationales et le Sénat, qui tirent leur substance de l'article 103 et 105, gardent leur poste, leur position,
jusqu'à ce qu'on puisse élire d'autres assemblées. Ça reste tel quel. Mais au niveau du gouvernement, il fallait concilier les positions, mettre les gens ensemble, de sorte à ce qu'on puisse garantir la bonne marche de ce processus électoral. C'est ce qui a été fait. Alors dites-moi, c'est une question d'homme, parce que cette tête-là ne convient pas à un certain lobby extérieur, cette tête-là ne convient pas à un autre. Oui, mais moi j'aurais plutôt parlé d'incompétence plutôt que de têtes qui conviennent ou pas. Parce qu'il savait quand même que depuis un certain temps, depuis plus d'une année, il y a une sorte de foire à l'incompétence dans plusieurs domaines. Très bien. Mais par rapport, revenons à ces discours de laïcs. Ils se basent beaucoup plus à la situation sociale de la population congolaise. Oui. Et le discours trouve du répondant parce que ce besoin est réel. Que doit-on faire pour arriver à résoudre ces problèmes? En fait, il n'y a rien, il n'invente pas la roue. Vous pouvez repasser tous les discours du chef de l'État depuis plus ou moins 5 ans, 7 ans. Il n'a cessé de dire que toutes les réformes ont été nécessaires, mais il reste toujours une situation particulière, c'est que les social du Congolais n'a jamais été au rendez-vous. De sa propre bouche. De sa propre bouche aussi, il dit que la corruption a atteint un tel niveau qu'il aura fallu absolument instituer un conseiller principal chargé de cette affaire-là. La situation des viols dans la partie Est a été tellement à une hauteur inacceptable qu'il a fallu instituer aussi une conseillère spéciale par rapport à cette matière-là. Donc il n'invente rien. Mais simplement, nous sommes dans l'année électorale. Il n'est pas possible de faire des réformes structurelles profondes attendues par les laïcs à l'heure actuelle. La réforme profonde, structurelle, nécessite d'avoir les moyens. Ces moyens, nous ne les avons pas. Beaucoup de failles ont été commises dans la gestion depuis très longtemps. Il y a eu des gestionnaires farfelus qui nous ont menti sur des propositions extraordinaires et qui n'ont rien donné du tout de manière substantielle. Et aujourd'hui, on se trouve dans une position délicate de nos finances publiques. On fait comment actuellement? On se tourne, on reprend tout l'argent qui est nécessaire à faire les élections pour les reverser vers la structuration du social, l'architecture de la ville de Kinshasa notamment et tout ça. Il faut creuser les tunnels, faire tout ce qu'il faut faire à tout ça pour pouvoir urbaniser utilement cette ville de sorte à ce qu'on ne puisse plus avoir de morts. Ce n'est pas possible. Il faut dire la vérité. Vous savez, la vérité absolue à ces particuliers, qu'elle vous protège de toute la fantaisie autour. Si vous vous mettez à dire les mensonges les jours d'après, ça va vous rattraper. Il suffirait demain de prendre n'importe qui d'entre eux, dire voilà, vous prenez la responsabilité du gouvernement et les ministères clés, et pendant 1 an, trouver la solution, tout en tenant compte de la nécessité de faire les élections à la fin de l'année. Il ne sert pas, monsieur, de pouvoir le faire. Et face à ce bras de fer qui s'engage, que doit-on faire? Non, il n'y a pas de bras de fer. N'exagérons pas. Il y a des gens qui sont élus, qui représentent les institutions, qui ont été élus par le peuple congolais. Il y a une voix de la société civile, peu importe la coloration qu'elle peut porter. Cette voix-là nécessite d'être entendue. Mais ce n'est pas un bras de fer. C'est la voix des Congolais qui, peut-être, ont la possibilité d'être une sorte de porte-voix de certaines souffrances qui sont légitimes. Mais ça ne leur accorde pas l'autorité élective de ceux qui, réellement, ont eu le suffrage de la population. Ça n'a rien à voir. Mais en même temps, ça n'empêche pas à ceux qui ont été élus d'entendre les silences, les gens qui ne parlent pas. Ce que j'ai dit, très souvent, je l'ai écrit, je l'ai dit. La qualité en politique, c'est d'entendre ceux qui ne disent rien, ceux qui n'ont pas accès à venir par ici et parler. C'est cette qualité extraordinaire qu'il faut donner à ceux qui dirigent. Écoutez ceux qui ne parlent pas. Écoutez les silences de ceux qui ne parlent pas. Il est vrai que les laïcs aujourd'hui, les chrétiens catholiques, commencent à porter leur voix, mais pas forcément de la manière la plus, comment dirais-je, conciliante. De la manière qui tend plutôt aux remontrances qui ne sont pas nécessaires. Je sais, s'il y a des gens instruits en RDC, mais vraiment instruits, ce sont les catholiques chrétiens et surtout les gens d'église qui font un parcours très puissant dans la pensée et la réflexion. Et ce n'est pas évident de faire la réflexion. Et ce sont eux qui doivent être une sorte de lumière, de phare d'Alexandrie, pour nous permettre d'accéder à la pensée fraîche, posée,
moins passionnelle. Mais si eux aussi s'engagent aujourd'hui sur le fondement de certains lobbies ou sur le mouvement de certains lobbies à dire des choses qui ne sont pas à leur propre hauteur, ils redescendent. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ça peut être intéressant dans cette hit-parade de la quête à la gloire, mais ça amoindrit leur puissance intellectuelle, leur portée des penseurs, à la fois qui s'écartent la plupart du temps. C'est pour ça que vous avez les grands moines qui s'écartent de la vie humaine, qui vont juste pour réfléchir, donner des pistes de solutions aux autres. Mais face à cela, doit-on laisser ces laïcs continuer avec un langage aussi direct et qui blesse, ou doit-on aujourd'hui chercher à les approcher pour trouver un consensus par rapport à ce qu'ils réclament? Les gestionnaires ont l'obligation, parce qu'ils ont la gestion de toute la famille congolaise. Il n'y a pas une gestion limitée à une partie de la population. La gestion est globale. Ceux qui ont la gestion de la République doivent trouver des mécanismes d'approche, d'atténuer la situation, d'apaiser les uns les autres, pour discuter, dire voilà, les voies à suivre sont celles-là, plutôt que celles-là. C'est la responsabilité de celui qui gère. Les bons pères de famille doivent prendre en considération la situation d'un troublion comme enfant, d'un excité comme enfant, d'un apaisé comme enfant, ainsi de suite et tout ça. De sorte à ce qu'ils puissent trouver le juste milieu pour accompagner les uns les autres, chacun ayant son caractère. On ne peut pas dire je suis le père de ceux qui sont apaisés et je suis contre ceux qui ne sont pas apaisés, ils ne sont pas mes enfants. Non. Non. L'enfant prodigue a été récupéré par son père parce qu'il a reconnu que c'était son père. Il appartient aussi à ceux qui sont en face, les laïcs notamment. Beaucoup d'entre eux ont servi la République. On a fait appel à eux. Je m'en souviens encore au cinquantenaire. Ils trônaient dans la gestion de la chose publique parce qu'on reconnaissait leur talent. Et par conséquent, au jour d'aujourd'hui, il faut revenir au bon sentiment pour les besoins de la République. Il ne faut pas rester dans des positions qui paraissent être salafistes. Ce n'est pas nécessaire. Parlons processus électoral. Un acteur politique de la République démocratique du Congo que j'ai rencontré a proposé la création d'un comité de suivi. Un comité de suivi qui sera composé de l'Union africaine, l'Union européenne. C'est assez pour réellement contrôler l'organisation des élections. Seriez-vous d'accord avec cette proposition? Mais on va pour éviter la violence après les élections, pour éviter les contestations des uns et des autres. Vous savez, les contestations et la violence, c'est un état d'esprit et une vocation à vouloir absolument tout détruire. On a fait ce qu'il fallait faire au niveau de la République centrafricaine. On connaît la suite. On connaît la suite aujourd'hui. On a tout fait à ce niveau-là. Non. On ne peut pas commencer à superposer des structures les unes sur les autres. On a le CENSA qui est là, qui semble avoir ses prérogatives. Il faut voir un peu dans quelle mesure on peut amender certaines positions, y ajouter d'autres, de sorte à pouvoir avancer et concilier les positions. Sortons de l'idée de faire de structure en structure. Et puis, avec quels moyens? Comment? Par quel mécanisme? Donc, il faut tout refondre à zéro pour permettre d'avoir une structure qui sera une super structure sur les autres structures qui va devoir surveiller les autres. Vous faites ça comment? Et votre souveraineté, vous mettez ça où? Votre fierté d'être Congolais, qu'entre vous pouvez quand même décider de votre avenir sans passer par des structures d'accompagnement en permanence. 58 ans bientôt après l'indépendance, on n'est toujours pas en mesure de construire une façon de vivre sans pour autant faire appel à l'extérieur. Chaque fois, il faut l'ONU, il faut ceci, il faut cela. Est-ce que vous n'avez pas honte de pouvoir tout le temps faire appel à tout ça? Quand je fais le tour du monde, je regarde, je constate que vous avez les Moudimbe par ici, les Eliam Bokolo par là. Dans toutes les grandes universités, vous avez des grandes intelligences congolaises qui sont en train de pouvoir trôner. Et nous ne sommes pas en mesure, nous, au niveau interne, ici en RDC, avec tout ce qui est comme intelligence, opposition, majorité, des gens très très pointus, de s'asseoir, de dire voilà quels seraient les mécanismes à pouvoir apporter en termes de correctifs par rapport à ce qui est fait pour éviter la déflagration et la fracture nationale. Est-ce qu'il faut absolument qu'on fasse appel à quelque chose d'extérieur? Un peu de bonne foi. Il est vrai que dans chaque démarche, nous devons faire appel à la bonne foi, à la congolité. La congolité, je l'entends, je l'ai dit dans un texte, ma nation,
cet instinct particulier à ne pas faire interagir, faire entrer, pas la moindre incursion du personnel politique, économique ou quoi que ce soit, mercenaire extérieur dans les affaires internes. Peu importe sa position extérieure. C'est ça la congolité. Alors, dès lors que vous êtes en train de faire cette démarche-là, vous sortez de la congolité, de cette passion viscérale de ce que nous sommes. Cette passion des mains coupées, de la construction du génocide, un des tout grands, de tout premiers, des 25 millions d'habitants à l'arrivée de Léopold II et à son départ à 12 millions et demi. Donc la moitié de la population congolaise a été décimée. C'est ce qui fait notre ciment. Alors tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont participé à ça, ou à l'évolution malheureuse avec la colonisation très dure, à la disparition de Lumumba, des Kabila pères, est-ce que doivent être aujourd'hui considérés comme étant ceux qui doivent sauver la République? Il me semble que non. Nous devons collaborer avec eux, avec une certaine dignité, mais se soumettre à leur autorité en se disant voilà, nous sommes derrière vous, aidez-nous, ça me paraît dénigrant pour ce que nous sommes. Je peux comprendre certaines personnes qui sont frustrées, qui peuvent d'une manière ou d'une autre, n'ayant plus de solution, étant coincées, aller dans cette direction-là, mais ce n'est pas la bonne direction. Il y a moyen de faire les choses autrement. On peut, ici en RDC, les laïcs, les catholiques et l'opposition qui reste en dehors, voir quelles sont les propositions apaisantes des part et d'autre. Comment est-ce qu'on peut discuter? Et ceux qui ont la gestion de la République, de voir aussi comment est-ce qu'ils peuvent mettre ensemble les fils de la République pour devoir avancer et pas faire des partitions. Il ne doit pas y avoir des renégats dans la République. Il ne doit pas y avoir des renégats dans la République. Il faut faire participer tous les enfants de la République. Merci Guillaume Majolo. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle et secrétaire général de l'ULDC, un parti politique de la majorité présidentielle. Effectivement. Merci à vous d'avoir suivi Kinshasa Direct. Nous allons vous retrouver après les journaux présentés par Floride Zantoto à 19h heure de Kinshasa et 20h heure de Mbujimaï et de Lubumbashi. A tout de suite.